Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Un grand merci en fait de nous avoir rejoints pour cette première soirée, on va dire virtuelle. Avant de passer la parole à Joël Casarero, l'objectif c'est de vous rappeler un petit peu quelques fonctionnalités liées à la plateforme que nous allons utiliser tous ce soir. Oui, bonjour, bonjour Warren, bonjour Stéphane, bonjour Charlotte. Nous sommes a priori un peu plus de 70 ce soir à nous retrouver en fait sur cette plateforme. Alors en quelques mots, la plateforme, nous avons choisi en fait Cocorico. Nous avons choisi en fait une plateforme française, donc qui s'appelle Livestorm, on va dire un concurrent de Zoom, et qui a été créée par une jeune société française située à Paris en 2016. Voilà. Pour interagir avec les différents intervenants qui vont se succéder ce soir, nous aurons en fait deux personnes avec nous ce soir, mais Joël Casarero, notre grand chef à tous, vous les présentera juste après moi. Donc quelques fonctionnalités liées en fait à la plateforme. Je vois déjà que certaines personnes n'ont pas attendu en fait mes conseils pour les utiliser, et c'est tant mieux. Donc vous avez une première fonctionnalité de chat, ok, qui vous permet en fait d'envoyer des messages. Juste une précision importante, dès que vous saisissez en fait un message, l'ensemble des participants peuvent effectivement les visualiser, ok. Sur le chat, juste un petit conseil. L'objectif en fait c'est bien évidemment de solliciter votre bienveillance et de respecter en fait les opinions et les thématiques qui pourront vous être exposées ce soir. Ok. Deuxième fonctionnalité intéressante, sous le vocable de questions. Donc vous aurez la latitude, toujours sur la partie droite de votre écran, juste après l'onglet chat, questions. Vous allez pouvoir soumettre en fait des questions que vous aimeriez bien voir soumises en fait aux différents intervenants qui vont se succéder. D'accord? Donc, n'hésitez pas. OK? Il me reste simplement à vous souhaiter une excellente soirée en cette période un petit peu troublée du point de vue sanitaire. Et je vais donc laisser la parole à Joël qui va se faire un plaisir de vous présenter en fait nos deux intervenants de ce soir. Alors, je vais retrouver ma souris, voilà. Ah, alors Joël me dit, je n'ai pas de micro et de vidéo, mais on va essayer de réparer la chose pour lui. Voilà. Donc je viens de l'inviter à venir nous rejoindre sur cette plateforme virtuelle. Notre ami Joël se prépare et la logique voudrait qu'il apparaisse. Quel bonheur! Nous voyons ta chère Frémousse, Joël. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de te retrouver. Je te remercie Frédéric, je vous remercie beaucoup. Et je voudrais juste, avant de commencer cette session, dire quelques mots sur la situation qu'on vit aujourd'hui et qui est une tragédie pour le pays. Donc derrière le dénombrement des morts quotidiens qu'on entend dans les médias, ce sont des personnes, c'est parfois des gens qu'on a connus, qu'on a croisés, des collègues, des voisins, des proches ou même de la famille. Et notre pays est chaque fois est petit, et chaque fois qu'on a à déplorer des victimes, c'est toujours la communauté qui est touchée. Donc c'est avec tristesse et qu'on présente en fait nos condoléances aux nombreuses familles endeuillées. Voilà. Alors justement, pour faire la transition, c'est pour éviter cela qu'on est amené aujourd'hui à réfléchir comment éviter en fait de reproduire ce qui se passe, essayer de se donner aujourd'hui, puisqu'on est confiné, les moyens de réfléchir pour agir lors du déconfinement. En fait, ça sert de réflexion.
hein. Voilà, donc l'idée en fait, donc dans cette première session, c'est vraiment de regarder, de balayer en fait les différentes questions. C'est quel choix pour viser à terme, c'est-à-dire élimination ou vivre avec. Est-ce que le pass sanitaire sera une solution ou un problème? Est-ce que le cordon sanitaire peut-il fonctionner efficacement s'il est basé sur la seule discipline individuelle? Comment fera-t-on lors de l'arrivée d'une prochaine pandémie, sachant qu'il faut 4 semaines minimum pour vacciner la population éligible? Donc, et la dernière question, c'est comment font les autres pays et quelles leçons en tirer? Et c'est vraiment ce soir l'occasion de faire le point avec justement 2 intervenants de qualité, et notamment Frédéric de Manneville qui va analyser les outils numériques pour lutter contre les pandémies. Alors Frédéric, juste en 2 mots, il est polytechnicien, il a longtemps travaillé dans le domaine de l'énergie, c'est un start-upper, un think tanker, mais c'est avant tout un entrepreneur. Et c'est à ce titre, en fait, qu'il s'est proposé de présenter cette note pour éclairer le débat. Puis nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir Madame Christine Lavarde. C'est une sénatrice LR, co-auteure du rapport du Sénat sur les crises sanitaires et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés. Alors, elle est normalienne, ingénieure du corps des ponts, avec un solide parcours dans les cabinets ministériels. C'est la plus jeune sénatrice de France, vice-présidente de la commission des finances du Sénat, conseillère de la métropole du Grand Paris et aussi adjointe au maire de Boulogne-Billancourt. C'est donc avec ces intervenants de choix que nous ouvrons cette session. Je vais laisser la parole à Frédéric de Manneville, qui va prendre la main et qui va faire son speech. Voilà. Je viens d'inviter Frédéric. La connexion va se faire. Je vais prendre ce petit internet pour publier en fait le support qu'il a pu vous préparer. Voilà, la belle plateforme me dit que Frédéric est en train de se préparer. Voilà, et il est avec nous. Bonsoir Frédéric, très heureux que tu sois avec nous ce soir. La parole est à toi. Bonsoir Frédéric, merci Joël pour cette introduction. L'exposé, le petit exposé que je vais vous faire maintenant est en fait une synthèse de 2 documents que j'ai lus pour vous. Le premier, c'est un rapport, une note de l'Institut Montaigne qui remonte à avril 2020 et qui a analysé les réactions des pays d'Asie orientale face à la pandémie. C'est une note très intéressante et qui a été donc produite seulement 4 mois après le début de la pandémie, et c'est ça qui fait tout son intérêt. L'autre document que j'ai utilisé, c'est donc un rapport publié par le Sénat, plus récent, puisqu'il a été publié en juin de cette année, sur l'utilisation des outils numériques pour le traitement des crises sanitaires. Un rapport assez critique sur la manière dont la France à utiliser les outils numériques. Et j'ai donc lu ces 2 documents dans un état d'esprit d'en tirer quelques enseignements pour nous, Nouvelle-Calédonie, dans la gestion de la pandémie. Et la main sur la présentation, Frédéric, ou c'est toi? Ah là, c'est toi. Alors, pour commencer ma présentation, je voudrais poser un débat que vous avez certainement eu dans les semaines et les mois passés avec vos amis, votre famille, pour ou contre le Covid-free. À cette question, le rapport du Sénat nous donne quelques éléments intéressants à travers une étude qu'a publiée
une revue scientifique, le Lancet, et qui permet d'objectiver un petit peu le débat en mesurant de manière factuelle les résultats qu'ont eu les pays qui ont eu une stratégie dite Covid-free, qui consiste à éliminer le virus, et les pays qui ont eu une stratégie d'atténuation, ou en anglais de mitigation, et à travers donc 3 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de décès par million d'habitants. Donc, on a un graphe ensuite, Frédéric, merci, où on voit en bleu les pays qui ont choisi une stratégie d'atténuation et la courbe rouge, les pays qui ont eu une stratégie Covid-free. Donc là, on voit le résultat sur le nombre de morts par jour selon la stratégie retenue, et les chiffres sont implacables. Il y a un rapport de 1 à 25 entre les pays qui ont eu une stratégie d'atténuation et ceux qui ont eu une stratégie d'élimination. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien tout ça, mais à quel prix? À quel prix pour l'économie? À quel prix pour les restrictions de liberté? Et le Lancet a aussi mesuré ça. Graphique suivant. À travers la variation hebdomadaire du PIB dans ces pays. Et là, on voit avec surprise que les pays free, les pays Covid-free, donc la courbe rouge, finalement, n'ont pas eu un impact économique plus fort. Il a même été plutôt inférieur à celui des pays bleus, qui ont donc eu une stratégie d'atténuation. Parce qu'en fait, comme ils ont réagi plus vite et plus fort, mais du coup moins longtemps, eh bien finalement l'impact économique a été moindre. Ensuite, graphique suivant, les restrictions de liberté. Le Lancet a calculé un indice de restriction de liberté et a mesuré finalement, toujours avec le même panier de pays, qu'est-ce qui a été réellement, de manière factuelle, la restriction de liberté. Et on voit la courbe rouge, donc dans les premières semaines, évidemment, les pays rouges ont plus restreint les libertés, mais qu'à partir de la 10e semaine, on se rend compte que les pays rouges ont nettement moins restreint les libertés que les pays bleus. Alors, quand on voit ces 3 graphiques, on se dit, bon, le match est plié, la bonne stratégie, c'est le Covid-free. En fait, ce n'est pas si simple. D'abord, cette étude a été faite en avril 2021, époque où le variant Delta n'avait pas encore totalement montré ses effets. Et en fait, depuis, on voit un peu les limites de la stratégie Covid-free, avec notamment le fait que dans ces pays-là, eh bien, la vaccination a été beaucoup moins rapide que dans les autres pays. Deuxièmement, le variant Delta a montré que l'étanchéité totale que visaient les pays Covid-free est quasiment impossible à obtenir. Et on peut constater, par exemple, avec nos voisins australiens ou néo-zélandais, qui ont, comme la Nouvelle-Calédonie, eu une stratégie Covid-free, que pour s'y tenir, ils ont été obligés de confiner, reconfiner indéfiniment leur population jusqu'à ce que ça explose. Vous avez peut-être vu ces derniers jours des manifestations de jeunes Australiens qui n'en peuvent plus de ces confinements à répétition. Et donc, la bataille entre les 2 stratégies n'est pas si évidente que ça à trancher. Et en fait, il faut rentrer dans le détail et notamment analyser
qu'est-ce qui fait qu'il y a des pays gagnants et qu'est-ce qui fait qu'il y a des pays moins gagnants. Et c'est là qu'on voit que l'utilisation des outils numériques peut être un élément clé de succès. Suivant. Quand on regarde les résultats du nombre de morts par million d'habitants d'un certain nombre de pays et qu'on les classe, on voit que les pays d'Asie du Sud-Est ont eu des résultats tout à fait extraordinaires, qui font vraiment pâlir d'envie les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Ces pays ont vraiment réussi à contenir les impacts sanitaires de l'épidémie de manière impressionnante. Et c'est pour ça que le rapport de l'Institut Montaigne puis du Sénat a été analysé comment 6 pays d'Asie du Sud-Est ont traité la pandémie pour essayer de comprendre comment ils ont réussi à obtenir de tels résultats. Alors, suivant. L'Institut Montaigne nous dit d'abord la Chine. La Chine, c'est un peu particulier parce qu'ils ont commencé par nier l'existence de la pandémie et après, ils ont réagi très fort, très brutalement en confinant toute la région de Wuhan, puis en ayant une approche très intrusive, mais aussi avec l'utilisation d'outils numériques à partir de WeChat, de Alipay, etc., en utilisant des données de géolocalisation, ils ont réussi à obtenir des résultats assez impressionnants. Ce n'est pas forcément le modèle qu'on a envie de suivre, et l'Institut Montaigne s'est intéressé également à la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud est un pays très intéressant, puisque c'est un pays c'est une démocratie, qui a réussi à contenir la pandémie, avec un nombre de morts par million d'habitants très faible, sans jamais confiner totalement sa population. Il faut dire que, comme les autres pays dont on va parler maintenant, tous ces pays-là ont eu la chance d'avoir l'expérience de pandémies précédentes, le SRAS, qui, quelque part, a fait qu'ils étaient préparés. Et notamment, ils ont réagi extrêmement vite. On voit là que la Corée, dès le 2 janvier, a commencé à prendre les premières mesures de dépistage, alors même que la Chine ne reconnaissait même pas encore l'existence de la pandémie. Avec une politique de dépistage très importante, gratuite, préventive, pour essayer d'identifier très vite des clusters. Et puis, ils ont très rapidement mis en place une politique de contact tracing intrusive, avec des croisements de données entre les relevés bancaires des gens, la géolocalisation, toute une gamme d'outils numériques qui leur a permis d'identifier très vite et à chaque fois, de manière ciblée, de réagir à l'apparition d'un cluster sans aller confiner tout un pays ou toute une région, mais en s'attaquant uniquement aux endroits où il pouvait y avoir des problèmes. Pays suivant, Hong Kong. Hong Kong, là aussi, un exemple intéressant, réaction très rapide, une fermeture des frontières aussi quasiment immédiate, avec une réduction des flux et puis une quarantaine à l'entrée, très sérieuse, avec bracelet électronique dans certains cas, des amendes tout à fait dissuasives, de l'ordre de plusieurs milliers de dollars si on ne respectait pas les règles de quarantaine.
un traçage aussi de type contact tracking, hein, par des outils numériques qui leur permet de suivre notamment le respect de la quarantaine par les gens qui étaient mis en quarantaine, soit parce qu'ils étaient arrivant de l'extérieur, soit parce qu'ils étaient positifs, quoi. Et donc, ils ont eux aussi, avec l'utilisation des outils numériques, obtenu des résultats tout à fait significatifs. Le pays suivant qu'a analysé l'Institut Montaigne, c'est le Japon. Alors, le Japon, c'est un cas un peu à part, puisque alors, lui, il n'a pas réagi très vite. C'est un cas un peu particulier, puisqu'il n'a jamais confiné de manière autoritaire, mais les gens s'auto-confinent, hein. Donc là, c'est un petit peu particulier. Et puis, ils ont une loi qui leur impose d'hospitaliser obligatoirement tous les gens positifs. Donc forcément, ça a influé un certain nombre de leurs décisions. Et finalement, eux, leur stratégie s'est beaucoup appuyée sur l'autodiscipline, avec des résultats corrects sans être parmi les meilleurs, et un recours au numérique, finalement, lui, plutôt limité que par rapport à ses voisins. Enfin, en tout cas, dans les premiers mois de la pandémie. Pays suivant, Singapour. Alors Singapour, bon, qui est un pays de tradition quand même plutôt assez autoritaire, a eu une réaction très rapide, aussi avec mise en place d'une quarantaine à l'entrée, très sévère, hein. Donc ils avaient l'expérience du SRAS et ils ont donc réagi très vite, et notamment en testant tous les passagers qui venaient de l'étranger, qui présentaient des symptômes, en interdisant l'entrée à certains, en confinant jusqu'à 14 jours un certain nombre de voyageurs, y compris les résidents de retour, avec aussi là des amendes tout à fait significatives, tout à fait dissuasives pour ceux qui ne respectaient pas. Bon, je ne parle pas de la stratégie masque, hein, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais ils ont tous eu une stratégie masque très, très massive. Singapour a utilisé beaucoup les outils numériques. Bluetooth, ils ont développé une application Trace Together, hein, qui leur permet de suivre leur population, envoi de SMS pour des gens qui ne respectaient pas le périmètre de géolocalisation qui leur avait été imposé, utilisation d'images de vidéosurveillance, quarantaine, donc géolocalisation GPS des gens traqués. Donc, il y a vraiment à Singapour une utilisation très intrusive des outils numériques pour contrôler la pandémie. Et le dernier pays qui a été analysé par l'Institut Montaigne, c'est Taïwan. Taïwan qui a eu une réponse rapide, minutieuse et également très numérique à la pandémie. Donc, Taïwan, donc, qui est donc une île, hein, comme nous, a rapidement mis en place des restrictions à l'entrée, hein, très strictes, avec dépistage, quarantaine ciblée, sanctions très importantes en cas de non-respect de la quarantaine, également
une politique de name and shame, hein, qui consiste à rendre public les clusters et également les personnes qui ne respectaient pas la quarantaine. Encore une fois, hein, donc un pays qui a eu des très bons résultats, hein, numériques, hein, en termes sanitaires, une utilisation importante des outils numériques avec le croisement de bases de données entre les données sanitaires d'un côté, les données de douane pour suivre un peu les entrées-sorties du territoire, les données de géolocalisation télécom, une application dédiée, et donc avec leur culture, hein, très numérique, tout un éventail d'outils qui leur a permis au final de maîtriser très correctement la pandémie. Voilà donc ce qu'a analysé l'Institut Montaigne 4 mois seulement après le début de la pandémie, hein, donc en avril 2020, sur 6 pays d'Asie qui ont eu quand même des résultats très supérieurs à l'Europe et à l'Amérique. Suivant. Alors, le rapport du Sénat, lui, donc s'est intéressé à ces pays d'Asie et puis a fait la critique de l'approche française. Je cite le rapport, entre impréparation et contradiction, donc avec l'échec, hein, de l'appli Tous Anti-Covid, qui avait des grandes ambitions et qui finalement se retrouve à être juste un portefeuille pour stocker un certificat de vaccination. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, sur les causes de ces déboires français, hein, qui étaient l'objet du rapport du Sénat. Mais je vais plutôt m'intéresser aux enseignements qu'en ont tiré les sénateurs pour l'avenir et qu'est-ce qu'ils recommandent finalement pour gérer une pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison majeure, hein, pour laquelle la France n'a pas été capable de développer rapidement des outils performants numériques pour gérer la pandémie, c'est d'une part qu'elle partait d'une base de e-santé quand même assez faible, hein, avec une numérisation très limitée de la population et de leurs données de santé. Et deuxièmement, beaucoup de blocages liés aux libertés individuelles, à la confidentialité des données, aux restrictions de la CNIL, tout un tas de peurs et qui ont bridé énormément le développement d'outils numériques un peu intrusifs. Et malheureusement, l'efficacité requiert de l'intrusivité. Et c'est ce que nous dit le rapport du Sénat. En suivant. Alors, la recommandation des sénateurs, c'est que le pays ait ce qu'ils appellent un Crisis Data Hub, qui est une boîte à outils qu'en cas de crise, le pays puisse activer rapidement et de manière graduée pour réagir de façon numérique à la crise. Et ce Crisis Data Hub serait finalement un regroupement de bases de données diverses, issues des services publics, hein, issues des services de santé, issues également de fournisseurs privés, hein, de données, hein, comme les GAFA, les opérateurs télécoms, les opérateurs d'infrastructures, et puis également les données de santé, hein, de la population. Et c'est en croisant ces différentes bases de données qu'on arrive
à avoir une stratégie de ciblage et que donc on peut être efficace en ne confinant ou en ne mettant en quarantaine que des populations à risque, au lieu de faire ce que nous vivons tous aujourd'hui, qui est un confinement généralisé de toute une population, de tout un territoire, qui est extrêmement inefficace, puisque aujourd'hui, vous prenez la Nouvelle-Calédonie, il y a 1% de cas positifs, et il y a 99% de gens qui ne sont pas porteurs du virus et qui sont pourtant confinés. Et si on utilisait des outils numériques pour mieux cibler les populations à risque et, entre guillemets, n'emmerder que ceux qui ont besoin de l'être, parce qu'ils présentent un risque pour les autres, on pourrait réduire considérablement l'impact sur la société, tout en luttant contre la pandémie. Et donc, avant que je passe la parole à Christine Lavarde, la recommandation du Sénat est de n'activer ce hub qui croise des bases de données que en cas de décision démocratique par un Parlement d'une situation d'urgence et qui justifie pour une période donnée courte de crise de faire ces croisements de bases de données qui, en tant que fait, sont difficilement acceptables par le citoyen sur un plan de la confidentialité des données. Voilà, alors, Christine Lavarde va peut-être confirmer que j'ai eu une bonne lecture du rapport ou corriger si j'ai pu éventuellement faire quelques erreurs. Mais voilà ce que j'en ai compris et qui, à mon avis, peut nous intéresser, nous, en Nouvelle-Calédonie, puisque nous entrons dans la phase où nous devons sortir du confinement. Et pour ça, si on pouvait mettre au point des outils numériques en tirant ces enseignements, il y aurait sans doute moyen de faire mieux que ce qu'a pu faire la métropole ces derniers mois. Voilà pour ma part ce que j'ai tiré de ces lectures. Bonjour madame, comment allez-vous ? Oui, je ne sais pas si c'était à moi de prendre la parole, puisqu'il y a eu un moment de coupure de réseau. Oui, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette plateforme et donc nous vous cédons très amicalement la parole, chère madame. Alors, j'espère que ça va marcher parce que j'ai eu des coupures sur la fin. Donc, effectivement, les propos de Frédéric de Manneville sont tout à fait exacts et il a une bonne compréhension du rapport, ce qui n'a pas forcément été le cas en France, puisque le rapport est sorti pendant la pleine période de la campagne des élections régionales et il y en a eu une certaine instrumentalisation qui en a été faite par certains acteurs politiques, notamment dans le contexte de dénonciation de la restriction des libertés et notamment du contrôle des données personnelles. Et justement, en fait, il nous semble, en tout cas nous, rapporteurs du rapport, que c'est vraiment une mauvaise lecture qui en est faite, puisque toute l'idée, et en fait la phrase qu'on n'arrête pas de dire, c'est que pendant 9 semaines, en tout cas en métropole, on a accepté de cet outil numérique. Alors, ce qui est certain, c'est que de toute façon, quand bien même il y aurait eu cette acceptation sociale pour donner un peu de ces libertés numériques, on n'aurait pas été en capacité de pouvoir les faire communiquer les unes avec les autres et en avoir un outil qui soit pertinent et efficace. Donc, c'est pour ça que notre rapport, effectivement, Frédéric de Manneville n'est pas revenu dessus, mais on montre bien aujourd'hui toute l'impréparation du système de la donnée en France, parce que nous avons un cadre réglementaire qui est très restrictif et une lecture
que fait la CNIL sur la collecte des données et la communication des fichiers qui est vraiment très, très restrictive. Et ce qui peut même parfois aussi poser des questions en termes d'efficacité de la gestion publique. Je vais vous donner un seul exemple. Aujourd'hui, on a 2 fichiers qui fonctionnent en silo. Le système d'information Covid, donc qui recense les personnes atteintes du Covid, et le système d'information vaccin qui, lui, recense les personnes vaccinées. Et donc aujourd'hui, quand maintenant quelqu'un est atteint du Covid, on va lui demander de donner les personnes contacts. Donc celles qu'il a vues précédemment, de manière à remonter les chaînes de contamination et de transmission. Sauf que comme on ne croise pas ce SI Covid avec ce SI vaccin, les enquêteurs vont continuer à interroger des personnes qui ont été vaccinées et pour lesquelles en fait les risques de contamination sont beaucoup plus faibles du fait de cette protection. Donc, si on avait ces 2 fichiers communiquaient entre eux, on pourrait aller beaucoup plus vite et se concentrer sur les personnes potentiellement cas contact et qui n'ont pas bénéficié de la protection vaccinale. Je ferme cette parenthèse, mais voilà, c'est juste pour vous montrer pratiquement aujourd'hui ce qu'on ne peut pas faire avec notre cadre réglementaire en place. Et vous verrez aussi qu'on décrit la très, très lente montée en puissance du dossier médical partagé qui devrait normalement permettre d'avoir une politique de santé beaucoup plus efficace. On vient voir un nouveau spécialiste, il pourrait avoir accès à tous nos antécédents et ne pas represcrire des examens qu'on a déjà faits, bénéficier des analyses qui ont pu être faites antérieurement. Donc, ce que propose le rapport du Sénat, en fait, c'est justement de faire travailler ensemble, mais vraiment dans une visée préparatoire, tous les acteurs qui aujourd'hui détiennent des données qui peuvent être utiles pour soit savoir où les personnes ont été, savoir avec qui elles ont communiqué, savoir si elles sont fragiles ou pas, de manière en fait à avoir une réponse la plus ciblée possible, de manière à ne pas réduire les libertés de tout le monde, mais peut-être uniquement celles de ceux pour lesquels il existe un risque. Et la conséquence serait forcément de pouvoir maintenir la continuité de notre économie, puisqu'on voit bien que pendant le premier confinement, avec 9 semaines où chacun est resté chez soi, sauf les métiers dits essentiels, notre économie s'est effondrée. Alors cet outil, forcément, il est encadré de véritables garde-fous, notamment l'appel des différentes bases de données qui auraient été collectées chez les opérateurs. Déjà, la collecte se ferait sous le cadre et l'égide de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui aujourd'hui s'occupe de vérifier que les systèmes d'informatique et d'information de tous nos opérateurs nationaux d'importance vitale, l'armée, la navigation aérienne et autres, sont robustes, ne peuvent pas subir l'intrusion d'ingérences étrangères, avec redondance des serveurs et autres. Donc ça, voilà, il y aurait déjà un garde-fou de l'ANSSI, à la fois pour le côté protection des données, pour le côté sécurité. Ensuite, le déclenchement de la collecte des données et ensuite l'envoi d'un message ciblé ou la restriction de liberté qui pourrait découler pour certains citoyens devrait forcément passer par un vote du Parlement. Donc un encadrement du pouvoir exécutif dans les prérogatives qui lui seraient conférées. Et ensuite, voilà, donc vraiment, ces deux garde-fous. Donc c'était bien pour dire qu'en fait, si on veut pouvoir utiliser efficacement le numérique, il faut se préparer. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, les banques, que sais-je, l'assurance maladie, n'ont aucune obligation, de collecter les données et surtout de les mettre dans des formats qui soient utilisables. Et un format utilisable, c'est notamment un format qui permet par une combinaison d'identifiants de pouvoir attribuer les bonnes données aux bons citoyens. Donc ça veut dire déjà disposer d'une clé d'identification qui puisse être réplicable. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'utiliser le service France Connect. Eh bien, vous pouvez voir que vous avez le sentiment que des données que vous avez déjà communiquées à certains opérateurs publics, vous devez de nouveau les redonner pour effectuer une nouvelle démarche.
parce qu'aujourd'hui, nos opérateurs publics ne se parlent pas entre eux. Par exemple, l'Agence nationale des titres sécurisés ne parle pas avec la base de données de la sécurité sociale. Donc, notre identifiant unique, qui est notre numéro de sécurité sociale, elle n'est pas utilisée par l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, vous allez ressaisir les mêmes données et vous allez peut-être devoir les saisir peu de temps après pour demander votre acte de naissance dans votre ville de naissance. Donc voilà, les choses progressent, mais tout ça nécessite en fait aussi d'assouplir le cadre réglementaire de la CNIL. Donc voilà, ce rapport aussi, pour peut-être terminer là-dessus, c'est vraiment un outil de prospective et c'est là l'objet en fait de cette délégation. C'est pas de dire ce qui est proposé doit se traduire immédiatement demain dans la loi, mais c'est plutôt de dire aujourd'hui on aurait des solutions techniques qui permettent d'apporter des réponses graduées, pas uniquement des réponses face à une crise sanitaire, hein, puisqu'on montre bien que ce Crisis Data Hub pourrait trouver des applications concrètes pour d'autres événements. On évoque par exemple la chute de débris spatiaux. Il y a peu de temps, la fusée chinoise a eu des débris qui sont arrivés sur le sol. On a connu le point exact d'impact quelques heures avant leur entrée dans l'atmosphère. Bon voilà, on pourrait prévenir la population qu'il faut se mettre dans un abri parce que on pourrait prévenir la population en cas de risque sur une centrale nucléaire et uniquement la population qui a besoin de l'être, par exemple celle qui ne dispose pas de pastilles d'iode chez elle. Donc voilà, c'est vraiment de la prospective, montrer que le numérique peut ouvrir des opportunités s'il est maîtrisé et avec une préparation des données en amont. Si je puis me permettre une question, Christine. Nous, on est un peu, entre guillemets, un peu pressés, puisque là, on est en train de vivre le pic de l'épidémie, et donc on est en train de commencer à parler de quand est-ce qu'on pourrait déconfiner. S'il fallait développer très vite quelque chose avec des forces de développement numérique locales, je pense privées, hein, pour être rapide et efficace, est-ce qu'il y aurait une recommandation, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? On est un petit pays réactif quand même, hein. Nous, on n'a pas les lourdeurs de la métropole, hein. Comment on pourrait s'y prendre, nous, pour mettre un coup de collier là et développer en quelques jours ou quelques semaines voilà, quelque chose qui marche, quoi. Alors, je pense que déjà, le premier sujet, et on l'a vu avec les réactions qu'il a suscitées par le rapport lors de sa publication, c'est déjà la première chose, en fait, c'est vraiment obtenir l'adhésion de la population. Puisqu'on voit bien qu'il faudrait absolument communiquer en amont pour rassurer que on n'est pas dans de la surveillance à tout va, que les données ne seront pas conservées, qu'elles seront utilisées qu'à la fin de pouvoir permettre la circulation du plus grand nombre. Donc, il y aurait déjà une phase, peut-être en temps masqué, c'est-à-dire avoir en temps masqué une préparation technique du codage, de la constitution des bases de données, et un véritable travail de concertation et d'information de la population pour obtenir son adhésion. Pas très compliqué à faire. Dès lors qu'on leur définissait le cadre. Alors effectivement, vous avez la chance d'être plus petit. Je ne sais pas si les règles de la CNIL s'appliquent sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Si c'est le cas, déjà, voilà, ça serait un premier frein. Vous auriez arrivé à vous débarrasser du carcan réglementaire. Si je peux vous soumettre une question, chère madame, issue en fait des personnes qui nous ont rejoints sur la plateforme ce soir, la question qui vous est posée, c'est
est-ce que la confiance n'est pas la brique première et élémentaire en fait de tout système? Exactement. Et alors, ça, c'est très juste. Et dans le rapport aussi, on rappelle en fait qu'il y a une sorte de contentieux historique en France de la confiance de la population vis-à-vis de ses dirigeants dès lors qu'il s'agit de communiquer des données. Il y a eu un certain nombre d'affaires, les premières au tout début du XXe siècle, ensuite 1970, où vraiment, voilà, il y a eu des histoires de... Voilà, dès qu'on a les citoyens ont le sentiment de donner leurs données à l'État, il y a eu une véritable défiance, mais et on montre un peu le côté paradoxal de cette défiance, puisque finalement, aujourd'hui, les citoyens abandonnent, mais même sans le savoir, sans s'en rendre compte, en permanence, l'ensemble de leurs données aux gros opérateurs du numérique, qui en plus ne sont même pas des opérateurs nationaux, pour ne pas les citer. Je pense aux GAFAM, qui connaissent toute notre vie, et c'est assez symptomatique d'ailleurs. Regardez, Facebook fait la promotion et dit Facebook est heureux de contribuer à la recherche sur le Covid, Facebook est heureux d'aider tel État. Donc voilà, le citoyen n'a pas de problème à abandonner ses données à des opérateurs économiques. Par contre, enfin en tout cas en France, il y a une véritable réticence à les donner à la puissance publique. Donc la confiance, effectivement, il faut que les citoyens aient confiance dans le fait que l'État n'utilisera pas à mauvais escient ces données. Et certains éléments qui nous ont été opposés, c'est de dire aujourd'hui, votre système va bien tant qu'on est dans une démocratie. Mais si demain, on a un chef de l'État qui appartient à dont on a le sentiment qu'il ne sera pas démocratique, qui ne fera pas appliquer les règles de la démocratie, qu'en est-il? Il aura du coup tous les pouvoirs pour faire du Big Brother et contraindre la population. Donc effectivement, ça implique que les citoyens aient confiance dans leurs institutions. Oui, je souscris parfaitement à votre réponse. Alors, juste une information, on va dire, locale pour votre bonne connaissance du sujet. Les dispositions de la CNIL s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'ensemble des dispositifs associés au fameux RGPD. Voilà. Juste pour faire un lien avec ce que vous évoquez, la notion de confiance, elle a été un petit peu battue en brèche, enfin, il me semble, en France, à partir du moment, Frédéric rappelait l'application Tous Anti-Covid, hein, qui a fait un flop, on va dire, assez retentissant. Et ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de l'informatique ont mis en exergue le fait que le gouvernement s'était engagé sur une démarche, par exemple, open source, pour essayer précisément de savoir exactement quelle était la nature des traitements qui allaient être réalisés avec cette application. Et malheureusement, en fait, eh bien, il y avait une grande partie du code, en fait, qui ne respectait pas, notamment ce dispositif. Oui, et même pour ajouter en fait sur le fait que l'application Tous Anti-Covid est entre guillemets inopérante, c'est qu'aujourd'hui, toute personne qui possède un iPhone, comme on a choisi d'avoir c'est pas le code, mais la méthodologie qu'on a utilisée est une méthodologie qui est complètement spécifique à la France, qui déjà n'est pas interopérable avec les autres pays de l'Union européenne. Donc, par exemple, un citoyen allemand qui rentre en France, s'il veut pouvoir... Il faut qu'il télécharge Tous Anti-Covid puisque l'application allemande ne communiquera pas avec les applications, les autres, les Français qui, eux, ont Tous Anti-Covid, pardon. Donc, il y a déjà un problème d'interopérabilité avec nos partenaires européens, mais surtout, la technologie qui a été utilisée ne fonctionne pas avec l'iPhone. Puisque pour que Tous Anti-Covid fonctionne sur un iPhone, il faut que l'application soit mise en premier plan. Donc, comme vous pouvez vous douter qu'un utilisateur d'iPhone n'utilise pas, n'ouvre pas son téléphone et n'a pas Tous Anti-Covid allumé toute la journée, et ben voilà, c'est comme s'il n'avait pas chargé l'application, puisque dès qu'elle est en arrière-plan, elle ne fonctionne plus. Donc, on voit bien, voilà, c'est des limites. On a choisi d'utiliser une technologie très particulière, d'avoir notre propre solution. Voilà, demain, il faudra aussi se poser des questions. On a bien vu que cette pandémie, elle est très rapidement devenue mondiale.
on a une construction européenne. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile d'aller tout de suite vers une solution européenne? Voilà, ça a vraiment été un choix délibéré de l'État français de dire non, on fait notre propre solution. Oui, alors on pourra vous soumettre également une autre question. Alors on a notre amie Charlotte qui nous soumet en fait le cas particulier du Luxembourg où, dit-elle, il y a une réglementation qui prend la forme en fait de véritables lois qui obligent en fait les administrations à échanger leurs données et à les rendre globalement publiques. Vous m'entendez toujours, chère madame ? Oui, je vous entends parfaitement. Oui, je vous entends parfaitement. Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je pense même que c'est un cadre européen plus large. L'État, en fait, publie ses données. On a un site data.gouv.fr où les données sont publiques. On a la CADA qui rend accessible l'ensemble des données, mais pas seulement celles de l'État, aussi celles des collectivités, celles des opérateurs publics, à tout citoyen qui en fait la demande. Donc, finalement, le sujet n'est pas tant la publication des données, même si on voit bien que Guillaume Rosier, qui a développé les applications Covid Tracker, mon vaccin, vite ma dose, finalement, le premier écueil au début, c'était qu'il trouvait difficilement les données. Et ensuite, une fois qu'il a obtenu en fait, des opérateurs publics une transmission directe, on voit bien qu'avec des outils sains, de l'open source, une communauté de développeurs bénévoles, donc là vraiment tout était public, chacun pouvait regarder ce qui se passait. On a eu vite fait des remontées d'informations sur la diffusion du virus, bien plus opérationnelles que ce que l'État pouvait faire en parallèle. Donc voilà, je suis pas... en fait, les données... à la fin, elles sont publiques. Après, il y a plus ou moins une volonté de les rendre publiques rapidement. Oui. Alors, on a eu la chance ici en Nouvelle-Calédonie de recevoir en fait une représentante d'un pays européen qui est l'Estonie, qui a vraiment développé en fait une véritable société numérique. Et cette jeune femme nous rappelait en fait que la première brique, et ça rejoint tout à fait votre discours, la première brique indispensable en fait au développement de tout service numérique, c'est précisément la création en fait d'une identité numérique. Alors tout à l'heure, vous avez rappelé effectivement l'identifiant du numéro de sécurité sociale. Alors en Estonie, ça a pris la forme d'une véritable carte d'identité numérique qui est vraiment le point d'entrée et le point d'identification en fait de tous les citoyens, avec quand même un élément qui me semble très différenciant par rapport au sujet qui est évoqué ce soir, c'est que la logique là de l'État estonien, c'est de mettre à la disposition de ses concitoyens un ensemble de services supposés à valeur ajoutée. Alors que ce qu'évoque Frédéric dans sa précédente intervention, on a plutôt une logique relativement intrusive où la plus-value, elle apparaît pas forcément de manière évidente. Oui, après le cas de l'Estonie, on l'a étudié, parce que bien évidemment, c'est le pays qui fait référence en la matière de numérique. Après, son cas n'est quand même pas réplicable aussi facilement. Déjà, c'est un petit pays, il y a peu d'habitants. Et c'était aussi au moment où l'État a choisi cette construction. Voilà, c'est aussi, je pense, en regard de son passé. Il voulait se démarquer, il sortait du bloc soviétique. Enfin, voilà, il y avait vraiment une vraie volonté d'être un pays innovateur et il partait de zéro. Nous, on ne pourrait pas dire qu'on part de zéro. On a quand même des choses et on a aussi un véritable écueil qui est cette défiance de la population. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, de manière très, très égoïste, l'exemple de l'Estonie pour la Nouvelle-Calédonie, en revanche, ça pourrait matcher parfaitement. Mais nous sommes très égoïstes pour le coup. Christine, est-ce qu'il n'y a pas en amont une décision politique à prendre qui est de dire j'accepte pour une durée donnée d'abandonner un peu de ma vie privée pour, en échange,
ne pas être confiné brutalement, ça c'est quand même un choix de société, qui doit à un moment être décidé par quelqu'un. Bah, effectivement, et ça c'est vraiment, enfin en tout cas pour les trois rapporteurs, et puis finalement pour la délégation à la prospective qui a validé le rapport et autorisé sa publication, c'est vraiment ce qu'on voulait démontrer et ce vers à quoi on aspirerait si jamais notre pays devait être confronté à une nouvelle crise, quelle qu'en soit la nature, qui nécessite de cantonner une partie de la population chez elle. Voilà, enfin moi j'ai vraiment aucune difficulté avec cette proposition, puisqu'on voit bien comment le confinement de 9 semaines a été difficile à vivre, et notamment pour les populations les plus précaires. Avec des pénuries sur les matières premières, sur les composants. Enfin voilà, la chaîne économique ne va pas pouvoir repartir aussi rapidement, mais il y a aussi toutes les conséquences sociales. Aujourd'hui, enfin en tout cas, on lit en France un certain nombre d'articles sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants dans les urgences psychiatriques. Il y a un décrochage scolaire parce que l'école à la maison, c'est pas du tout la même chose que l'école en classe. Pour les enfants des milieux les plus défavorisés. Donc voilà, il faut vraiment se dire qu'au-delà de pouvoir autoriser les déplacements, c'est aussi pouvoir maintenir l'égalité des chances pour tous. Charlotte, je te laisse la main si tu veux poser des questions ou échanger avec notre jeune sénatrice. Oui, bah déjà, c'est un honneur de vous avoir avec nous parce que effectivement, petit territoire insulaire, on cherche des solutions depuis quand même pas mal d'années. On avait quand même 2 années pratiquement d'avance sur les autres pays, et effectivement, on a ce sentiment, là maintenant que la crise nous dépasse, d'être submergé et d'être, comme vous l'avez cité, peu préparé. Et c'est vrai que moi, j'avais une petite question sur… en France, c'est vrai qu'il existe depuis plusieurs années des administrations qui se mettent un petit peu comme des startups, c'est-à-dire en mode incubation de projet. Et je me demandais, en fait, dans votre rapport, vous citez par exemple les hackathons. Est-ce qu'il y a eu cette démarche très mobilisatrice pour justement mobiliser les administrations à trouver des solutions ? Alors, non, j'ai pas connaissance d'initiative de ce type. En fait, la seule initiative que tout le monde connaît, c'est celle de Guillaume Rosier, qui en fait finalement a lui-même mobilisé. Enfin, il le dit très bien. Hein, il a commencé à collecter des données, puis ensuite il s'est heurté à des problèmes techniques. Il avait besoin de faire beaucoup plus de code, beaucoup plus vite, et il a lancé des appels sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, en disant est-ce que vous êtes intéressés, prêts à venir. Et il y a comme ça une communauté de développeurs qui s'est grévée et qui a apporté telle compétence dans tel type de code, donc c'est l'initiative en fait vraiment citoyenne qui finalement a fait cette sorte de hackathon. Mais on n'a pas eu connaissance d'une initiative de l'État en la matière. Alors après, je ne dis pas qu'en temps normal et dans un… Voilà, effectivement, il y a des institutions publiques qui, de temps à autre, lancent des hackathons pour justement valoriser l'ensemble des données qu'elles ont collectées. Mais en matière, là, on va dire que face à l'urgence de la crise, on s'est pas vraiment intéressé en fait au numérique et à se dire on a quand même une ressource, enfin on a quand même finalement des données qui sont très importantes. Comment est-ce qu'on pourrait les utiliser ? Là, dans la proposition qui est forte, hein, qui est vraiment super intéressante de Crisis Data Hub, donc vraiment construire un entrepôt de données qu'on puisse actionner en fait avec, comme vous le dites dans votre rapport, en appuyant sur un bouton pour que l'ensemble des données puissent converger et qu'on soit meilleur dans les réponses. Est-ce que ça, vous avez l'impression que cette proposition est entendue ? Est-ce que vous avez l'impression en fait que les autorités peuvent se mettre en ordre de marche, en tout cas pour que cette solution fonctionne ?
J'ai peut-être coupé ma Oui, alors je vidéo. pense que j'ai. Oui, mais je pense que j'ai compris la question. J'ai eu des échanges, enfin, il s'avère que peu de temps après la sortie de ce rapport, j'ai débattu avec notre secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, qui, enfin, voilà, partageait le fait que préparer et autres, on aurait pu faire beaucoup plus et que le numérique est une véritable richesse. Le big data, voilà, peut apporter un certain nombre de solutions. Après, est-ce qu'aujourd'hui, la puissance publique est prête à se saisir de cette possibilité Nous n'avons pas eu d'approche pour traduire cette disposition de manière législative. Mais il faut voir aussi quand même la réaction qu'a pu susciter ce rapport. Alors vous allez me dire, c'est certes les réseaux sociaux, c'est certes une minorité de la population, mais j'ai eu des menaces de mort, on s'en est pris Oui. à mes enfants, en me disant que comment je pouvais les faire grandir avec une telle vision de la société. Enfin, voilà, il faut quand même se rendre compte. Alors je ne sais pas si ces mouvements s'observent en Nouvelle-Calédonie, mais on a quand même, en France métropolitaine, une partie de la population qui reste quand même très réfractaire à toute disposition qui donne des ordres. C'est le mouvement des anti-vax, c'est voilà. Donc C'est ça. Alors, on est tous d'accord, hein, 95% de la couverture vaccinale, ça sauve, enfin, ça permet de revivre quasi normalement. Depuis toujours, on a des passagers clandestins en matière de politique vaccinale, mais ces quelques acteurs sont très dynamiques, on va dire, et très bruyants et publics. Enfin, mais voilà, donc je pense qu'aussi c'est pour ça que si jamais un jour un gouvernement longue pour expliquer comment les choses marchent. Et je vais donner un exemple qui est dans une toute autre nature, mais pour montrer comme quand même des choses faciles, elles nécessitent d'être expliquées. Aux États-Unis, il y a un véritable système d'information pour la lutte contre les tempêtes tropicales. Les enfants, en fait, sont formés, dès qu'ils entendent la sonnerie de telle nature, à savoir qu'il faut suivre un cheminement qui est marqué dans les rues pour aller se réfugier dans des zones protégées. Et c'est pas naturel. Alors que même là, même pour des choses de cette nature-là, il y a besoin avant d'expliquer et d'informer pour que le jour J, tout se passe normalement, sans panique. Donc voilà, là, on est sur des choses d'une autre nature, parce qu'en plus, il y a quand même un moment, un abandon. C'est accepter de dire, bah oui, vous allez quelqu'un, mais en fait même personne, parce que c'est ce qu'on essaie aussi de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était fait dans les années 70, où il y avait un humain qui était là à faire des trous et à recoller des informations dans les premiers ordinateurs dinosaures, aujourd'hui, il n'y a personne. C'est l'intelligence artificielle, c'est la blockchain pour stocker les milliards de données, c'est l'open source pour le contrôle du code. Donc, il n'y a plus d'intervention humaine qui va voir que Madame Machin a parlé avec Madame Y. Mais il y a toujours cette voilà, il faut c'est pour ça que je dis vraiment, je pense que finalement la première action à faire, c'est éduquer les gens au numérique, les éduquer aussi à se protéger, parce que ce qu'ils ne veulent pas faire avec l'État, ils le font avec les GAFAM. Et si je puis me permettre, dans le rapport, moi j'ai trouvé que la façon de l'écrire était vraiment habile. C'est-à-dire que vous partez en fait de ce constat un peu anxiogène des pays d'Asie. Et puis, on voit à chaque fois que vous rassurez un peu le lecteur en disant oui, on sait que ça touche aux données personnelles, oui, on sait. Et ça, c'est répété de façon assez maligne dans le texte. Et à la fin, effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous dites de façon triviale, mais cher lecteur, finalement, toutes vos données, vous les donnez sciemment aux GAFAM. Pourquoi ne les donnerez-vous pas à un État qui finalement veut votre bien? Je trouvais que quand même, en termes d'argumentaire et de façon de convaincre, c'était quand même habilement fait.
Bon, bah, écoutez, je souhaite que la Nouvelle-Calédonie mette en œuvre nos préconisations de manière précurseur, parce que j'ai le sentiment qu'en France métropolitaine, ça ne sera pas le cas dans l'immédiat. Ouais, d'accord. Peut-être je vais laisser la parole à Pierre qui nous a rejoint. Pierre, si tu m'entends, je te laisse la moi, je peux parole. prendre peut-être une dernière question, parce qu'après, je suis désolée, je dois aller intervenir dans un autre séminaire. Ça marche. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Oui, très Pierre. bien. Et vous pouvez poser votre question, allez-y. Ma question était, bon, après il y a l'application Nouvelle-Calédonie, mais en France, n'est-on pas dans une impasse actuellement liée, renforcée par le stress lié à la crise, par rapport, premièrement, à la stratégie de cloud indépendant en France-Europe, puisqu'il y a quand même une réelle volonté, il me semble, en France-Europe de se rendre autonome vis-à-vis justement des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, avec toutes les initiatives actuelles sur le cloud indépendant, le cloud souverain, qui rend justement difficile l'interopérabilité potentiellement avec d'autres systèmes et qui ont pris le dessus. On parlait des GAFAM, etc. Deuxièmement, la culture de centralisation de l'administration française. Là, je rejoins la question de Charlotte Hunnemann sur les initiatives citoyennes autour de justement du développement de solutions. Et ensuite, la culture de défiance des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants, en particulier avec les dernières crises qu'a connues la France. J'avoue que d'un point de vue complètement extérieur, j'ai du mal à voir comment, dans la période actuelle, avec tous les antécédents et avec le stress de la crise, on peut arriver à changer culturellement un pays, même avec les arguments que vous avez développés. Mais c'est très pessimiste, je suis désolé, mais c'est une analyse comme une autre. Je suis quand même obligée de reconnaître que votre pessimisme est réaliste. Et tout ce que vous avez dit est vrai, et c'est des choses qu'on a constatées, et notamment on entend une diffusion pour application dans l'ensemble des États membres. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Europe essaie de se reconstruire comme une puissance industrielle, notamment parce qu'on voit bien que c'est la crise économique qui a résulté de la crise sanitaire qui le montre. Aujourd'hui, nos économies sont quand même très interdépendantes, mais elles ne sont plus interdépendantes uniquement à l'échelle de notre continent. Elles sont aussi fortement dépendantes des économies asiatiques. Et aujourd'hui, typiquement, l'industrie allemande ou l'industrie française, dans lesquelles le secteur de l'automobile pèse beaucoup, est en semi-arrêt parce qu'on n'a plus de semi-conducteurs. Donc, on ne peut pas déployer les systèmes de connectivité ou autres. Donc, la vente de véhicules va s'effondrer temporairement parce qu'on n'a pas ça. Donc, il y a une volonté, au moins sur le papier, je pense même au-delà des États, de se reconstruire et de créer des grands partenariats, parce que aujourd'hui tout évolue vite et qu'il faut investir dans les nouvelles technologies pour rester à la pointe. Et je sais pas comment d'échange, c'est beaucoup plus la zone Asie que l'Europe. De ce point de vue-là, vous pouvez vous vivre comme indépendant. J'emploie ces mots avec une grande prudence parce que je sais tout le contexte qui existe aussi sur la situation de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France. Donc, je ne suis pas du tout expert de cette question institutionnelle. Mais voilà, je parle vraiment en termes économiques. Qu'il n'y ait pas de mécompréhension de la part des auditeurs. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'est très riche et très intéressant. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps à nous consacrer pour pouvoir répondre à ces questions.
Et en tout cas, c'est un rapport qui est passionnant et on va essayer de faire pousser, de faire avancer les idées, même s'il y a parfois un regard pessimiste, mais il faut toujours avoir quand même une petite lueur d'espoir pour pouvoir avancer. Voilà, on vous remercie beaucoup et puis on va conclure la session maintenant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous pour cet échange, pour nous avoir lus. Et puis, je compte sur vous pour me tenir informé des suites que vous allez développer en Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse les Avec plaisir. Nous en métropole ensuite. Merci on n'y manquera pas. Très bien. Écoutez, j'espère que cette conférence a apporté quelques éléments de réponse aux questions que vous pouviez éventuellement vous poser. S'il nous reste un petit peu de temps et si vous avez des questions à soumettre à Frédéric, n'hésitez pas. Juste des éléments de logistique. Cette conférence, vous pourrez la revisualiser en replay. Alors uniquement pour les gens qui se sont inscrits, ok. Et puis tous les supports, notamment les supports que Frédéric a pu vous présenter, enfin je parle sous sa responsabilité, vous pourrez les télécharger. Joël a fait également une synthèse. C'est vrai que le rapport du Sénat fait près de 200 pages, mais il y a une synthèse remarquablement bien réalisée qui fait une quinzaine de pages et vous y trouverez l'essentiel. Là aussi, ce sont des documents qui ont été publiés sur notre plateforme et que vous allez pouvoir récupérer sans aucun problème. Alors voilà, donc je vais conclure en disant que merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que c'était assez riche et intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de se retrouver lundi prochain et on va faire la deuxième partie de la session puisqu'elle sera consacrée de manière plus opérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les freins? Quels sont les leviers qu'on pourrait actionner ici justement pour le fameux hub et aussi voir en fait les problèmes qu'il peut y avoir aussi avec la mise en place du pass sanitaire. Donc il y aura une analyse aussi de savoir quels sont les risques et les opportunités d'appliquer en fait ce pass sanitaire ici, ne pas avoir trop de problèmes ou à en avoir suffisamment, enfin l'arbitrage qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup, puis merci beaucoup Frédéric. Et je vous donne donc rendez-vous à la prochaine session qui aura lieu donc normalement lundi, même heure, peut-être à 18h d'ailleurs, pour la prochaine session où il y aura probablement Charlotte que vous retrouverez et Stéphane Renaud qui fera une analyse aussi sur le pass sanitaire. Voilà. Je te repasse la main, Frédéric. Alors lequel? Non, écoutez, je pense qu'on va vous souhaiter une très bonne et très belle soirée. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Et puis au plaisir de vous retrouver effectivement sur cette plateforme, comme vous l'a indiqué Joël, a priori incessamment sous peu. Voilà, très belle soirée à vous.